faire, c'est-à-dire à recommencer ce qui procure une récompense et à arrêter ce qui procure une punition. C'est le principe d'ailleurs des punitions. Hein, on va punir, comme ça on sait qu'il ne va pas faire. Donc j'ai un principe qui est assez logique. Si je reprends un animal comme le rat avec lequel on a fait beaucoup d'expériences, quand un rat appuie sur une petite pédale et qu'il reçoit une boulette de viande, ben, il retourne. Il a reçu sa petite boulette de viande. Trop chouette. Quand un rat appuie sur une autre petite pédale et reçoit une décharge électrique, je vous garantis que plus jamais il va appuyer sur cette pédale. Donc ça, c'est une punition. C'est très désagréable. Une punition, c'est manger une nuit mauvaise et être malade toute la nuit. Ça, c'est une punition. C'est vraiment pas chouette. Alors, toutes les punitions qu'on croit être des punitions, qui en fait n'arrêtent pas le comportement qu'on veut punir, c'est qu'il y a une récompense. Chercher la boulette de viande, mais l'enfant reçoit une récompense, puisque en tant que bon humain normalement constitué, enfin mammifère normalement constitué, si c'est vraiment une punition, ça s'arrête net. Et couper le son et l'image, je vous garantis que pour un enfant, surtout un dominant, c'est une réelle punition. C'est très 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 difficile à encaisser. Et ça marche donc très très bien, parce que je ne veux plus ça, donc j'arrête le comportement qui génère ça. Ok ? Donc voilà, j'espère que je vous ai donné des petites clés. Alors, il y a un atelier qui est le 4 mars, de 9 à 4, où on fait vraiment un zoom là-dedans, on fait des exercices pratiques, on partage ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, donc c'est vraiment chouette en termes d'échange et de mise en pratique, parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir bluffer, donc on va s'entraîner à jouer Lucky Luke, le mafieux, et donc voilà, c'est vraiment sympa. C'est pas moi qui donne cet atelier cette fois-ci, c'est ma collègue Diane Thibault qui est super, qui en a aussi en stock chez elle, elle en a 4, dont un, donc elle a plein d'exemples aussi, et donc voilà. Donc si vous voulez aller plus loin. Merci beaucoup Catherine. Ouais, j'ai l'impression que les deux, oui, c'est pas très équilibré. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? C'est comme ça qu'on peut t'entendre. Il n'y a pas de problème. En fait, je trouve que quand on a été éduqué, on est poli, etc., est-ce que c'est pas une erreur justement face à un comportement dominant de demander ? Parce qu'on dit, est-ce que tu veux bien mettre la table ? Et même toi, à un moment donné, tu le disais. Mais après, c'est très compliqué de... Enfin voilà, moi j'ai envie de voir des trucs pour pas demander et dire, mais j'arrive pas à dire, parce que j'ai l'impression d'être impoli. Enfin, oui, que ça ne donne pas des ordres. Oui, ouais. Comment est-ce qu'on peut dire sans donner un ordre ? Alors, c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est mon fils qui me dit, moi je lui demandais, est-ce que tu peux vider de la vaisselle en rentrant de l'école ? Et en fait, bon, soit il répondait pas, ou bien il me dit, bah écoute, non, j'ai autre chose à faire en rentrant de l'école. Ouais. Ou bien, oui. Les assiettes vont courir toutes seules. Et donc, c'est lui qui me dit, dis-moi ce que je dois faire. Parce que si tu me laisses une porte ouverte, ben, je ne vais pas le faire. Et donc, maintenant, j'utilise l'impératif. Je dis, quand tu rentres de l'école, après 4 heures, tu as 2-3 heures, tu vides le lave-vaisselle. Comme ça, au moment du repas, le lave-vaisselle est vidé. Voilà, c'est un ordre sympa, c'est pas tyrannique, c'est pas... mais je lui donne une consigne claire et je lui laisse pas la possibilité de me dire non. Merci, il n'a pas envie, ne le fait pas. Alors, vous le faites pas, mais vous dites, écoute, c'est dans ton intérêt de le faire, mais voilà, tu verras bien ce qui va se passer si tu ne le fais pas. Alors, il y en a qui sont forts, ils disent, vas-y. Et là, vous trouvez quelque chose, parce qu'en tant que parent, vous pouvez vous permettre d'être petit Luc, trouver quelque chose qui va vraiment l'emmerder. Alors même s'il va bluffer, il va dire ouais, je m'en fous, vous dites bon, bah, écoute, tant mieux si ça ne te fait rien, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je ne me laisse pas affecter et je ne le fais pas à ta place. Et tant que tu ne le fais pas, tout ce que tu me demandes n'existe plus pour moi. Ça ne va pas durer très longtemps. Même un ado, parce que alors c'est vrai que les ados ils peuvent tenir plus longtemps. Les petits, ça va, c'est instantané. Un ado, il peut aller loin, il peut dire ouais, je m'en fous. Donc c'est de trouver quelque chose qui a un impact sur lui et sur lequel vous avez encore un pouvoir. Ouais. Mais si on a un ado qui continue à dire non, et puis alors forcément il y a des punitions qui tombent,
Et alors, oui, et on préfère mon frère, c'est toujours moi qui suis punie, c'est toujours la même chose, parce qu'il y en a un qui gère bien, et l'autre pas, et donc d'office, ça retombe toujours, lui, il a la perception que c'est toujours lui qui est puni, finalement. Ouais. Donc ça, c'est compliqué à gérer aussi. Ouais, alors il faut voir si c'est une perception qui est une stratégie d'apitoiement sur son sort, parce qu'il sait que ça va toucher maman. Oui, tu préfères mon frère que moi, et c'est toujours sur moi que tu cries, et là, donc, est-ce que ça marche, et est-ce que j'obtiendrai plus? Ou bien, est-ce que vraiment, il a l'impression, parce que c'est vrai que sans doute, tu t'énerves plus sur lui, que son frère, il est cool et que lui pas. Et là, c'est vraiment, je dis toujours aux parents, tout ce qui se passe pas bien, ce sont des opportunités pédagogiques. À ce moment-là, c'est l'occasion de lui faire comprendre le lien entre ses comportements et les conséquences de ses comportements. Tu vois, c'est de dire, nous tous aussi, quand on fait quelque chose, enfin, on se comporte d'une certaine façon et on génère certaines choses. Et quand ce qu'on génère ne nous convient pas, c'est intéressant d'abord de voir qu'est-ce qui fait chez moi que je génère ça. C'est par exemple les parents qui se plaignent des enfants qui mentent, qui leur mentent. Ok, alors c'est pas chouette, mais qu'est-ce qui, chez moi, fait que mon enfant me ment? J'ai ma part de responsabilité. Et donc, c'est de dire à un enfant, écoute, voilà, moi j'ai l'impression, si on est plutôt cool, que tu peux vraiment me dire les choses. Si tu choisis de me mentir, la conséquence, c'est que je vais vérifier. Et ça, c'est pas chouette pour toi. Mais voilà, mentir est une option. Si tu choisis de la prendre, moi, je vais gérer l'option que tu prends. Et donc, je vais vérifier tout ce que tu me dis, je vais reprendre ton journal de classe, Mais voilà, si je vois que tu ne me mens pas, c'est plus chouette pour toi. Et donc, par rapport à la victimisation, c'est de lui faire comprendre que il a sans doute des comportements qui génèrent des choses, que ce soit socialement ou à la maison, qui ne lui conviennent pas, ok, mais alors qu'est-ce qu'il peut faire lui, qui ne dépend que de lui, pour essayer de générer autre chose. Et alors c'est vraiment le principe d'encourager les comportements que vous voulez, donner la boulette de viande, hein. Dès qu'il fait quelque chose de chouette, c'est, voilà, c'est super, on encourage, on valorise, on est cool, et comme ça, les liens se font. Enfin, je ne sais pas si ça peut t'aider, parce que ça peut être et de l'intimidation et aussi vrai, émotionnel. Oui, moi j'utilise une méthode un peu particulière avec ma petite fille qui a 4 ans. C'est une sorte de programmation temporelle, c'est-à-dire qu'elle est en train de jouer sur la tablette ou quelque chose comme ça. Et je viens vers elle en lui disant, attention, dans un quart d'heure, je coupe et on va pouvoir passer à table. Et je reviens régulièrement, à peu près toutes les 5 minutes, vers elle en disant, mais attention, c'est plus un quart d'heure, mais non, c'est 7 minutes, puis c'est plus 7 minutes, c'est 3 minutes. Et au moment où effectivement elle est censée passer à table, je n'ai qu'à lui dire, écoute, viens, c'est l'heure. Et je vois dans son comportement qu'elle est tout à fait prête à venir. Oui, tu l'as préparée à... Oui, c'est ça. En fait, c'est une façon de la préparer à ses émotions. Et c'est un peu particulier. Mais ça fonctionne assez bien. Mais je ne sais pas jusqu'à quel âge, par contre. Non, mais ça fonctionne assez bien de manière avec la majorité des enfants. Donc, les enfants dominants, alors c'est vrai que peut-être ici il y a une concentration de parents d'enfants dominants, mais normalement, on a plutôt des enfants dociles, obéissants, qui sont dans le monde des valeurs et de l'émotion. Hein. Donc ça, c'est la règle. Maintenant, de temps en temps, il y en a un qui est arrivé sur le territoire et qui s'est dit, il y a de la place à prendre, hein, il y a moyen de marquer son territoire. Mais voilà, j'ai pas l'impression que là, il y a un comportement de rapport de force, c'est juste chouette de dire, c'est pas brutal, parce que c'est pas très gai, pour nous ce serait pas très gai non plus, et elle, tu la prépares à arrêter ce qu'elle est en train de faire pour passer à autre chose, mais elle pourrait se dire, je le vois venir, je vais jouer là-dessus. Mais c'est pas le cas, donc je pense que ça va plutôt être cool. Donc si c'est cool maintenant, ce sera cool plus tard. Ce qui est difficile, c'est qu'on est constamment, en tant que parent, c'est de faire la différence entre l'émotionnel et le chantage ou la manipulation. Et que, surtout en tant que maman, je trouve, souvent ça se victimise et puis on a envie de se mettre à leur place, de comprendre, ok, c'est toujours le grand frère qui a de l'importance. Mais
s'il y a vraiment une réelle émotion derrière, comment... Et il y a souvent une réelle émotion derrière, hein, donc c'est pas tout blanc ou tout noir, on est un doux mélange de nos instincts grégaires, de toute notre histoire, de nos émotions, de nos valeurs, de notre intelligence qui se met en place. Et donc c'est ça qui est compliqué, c'est de gérer la logique avec laquelle l'enfant est au moment où il est difficile, en fait. Alors, et ça s'entraîne, et on peut se planter. Donc moi, le nombre de fois où j'ai cru gérer un rapport de force, mais en fait, c'était pas ça. Mais c'est pas grave, c'est juste que ça marche pas. Quand un enfant est difficile et que vous croyez bien faire, mais qu'il reste difficile, c'est que votre stratégie n'est pas adaptée à là où il est. Et c'est votre rôle, ça c'est un peu le problème, c'est que c'est toujours à nous de nous adapter, c'est que c'est à nous à décoder la logique dans laquelle il est, pour s'y adapter, parler la langue, et puis gérer. Mais par exemple, la violence à l'école, ou la méchanceté, tout ça, on gère de la même façon? Oui, c'est la même chose, c'est la même logique. Parce que ça, c'est pas envers nous, c'est envers les autres, envers les autres, copains, oui. On gère de la même façon. On gère de la même façon, et c'est de gérer, de donner, en fait, de faire des relais à l'école. Ouais. Parce que peut-être qu'à la maison, ils ne se permettent pas. C'est très transgénérationnel aussi. Hein. Dans les familles où l'arrière-grand-père était une terreur, il y a son portrait au-dessus de la cheminée, il n'y a plus de place pour un autre pendant quelques générations. Donc c'est très animal, c'est très instinctif. Donc c'est vrai que peut-être à la maison, il n'y a pas de problème, et à l'école, on se lâche, ou inversement. En fait, il faut trouver l'ancêtre et passer une terreur. Et voilà, comme ça, tu mets son portrait au-dessus de la cheminée, t'as la paix. Ouais. J'ai une question. En fait, j'ai aussi 4 enfants et mon aîné a 15 ans, le plus jeune a 10 ans. Et celui de 10 ans parle comme une merde avec les autres. En fait, il les fait tous tourner autour de petits doigts. Et moi, je ne supporte pas cette façon de parler. Et je ne sais pas quoi lui dire pour qu'il arrête, mais il manque de respect complètement aux aînés. Et tout tourne autour de lui. Et c'est l'aîné? Non, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune. 10 ans. Et donc, souvent, la place, il n'y a pas vraiment de règle, mais quand il y a un territoire à prendre, c'est soit l'aîné, il débarque et il y a toute la place, génial, je vais pouvoir marquer mon territoire. Et alors il teste, hein, donc il y a 2 ans, je pousse, ok, là ça coince, je vais essayer par là, je vais essayer. Donc on essaie d'étendre, et c'est très humain ça. Hein, depuis que l'humain est sur la planète Terre, on n'a quand même pas peur, même pas mal. Hein. On se met dans des jeeps, on tire sur des grosses bêtes, on n'a plus des grandes dents, des grandes griffes, et pourtant on n'a plus de prédateurs, par le virus et les bactéries, mais son minus. Mais donc c'est important de voir en fait cette logique que c'est une question de terrain à prendre. Et parfois c'est les petits derniers qui se disent ok, maman est plus cool, là, il y a du terrain à prendre, ou il y a des soumis dans les aînés, donc je vais les utiliser pour me servir. Donc voilà, mais il n'y a pas vraiment de règles, parce que parfois c'est vraiment une question de... Il y a un doux mélange de génétique aussi, hein. De génétique, de vécu intra-utérin et de cadrage depuis la toute petite enfance. Et c'est normal d'être dominant en tant qu'humain, puisque le petit bébé, il pèse quoi, 3 kg, 3,5 kg, s'il ne prend pas beaucoup de place, il meurt. Imaginez un petit bébé soumis. Ah non, pardon, maman est fatiguée, je ne vais pas demander à manger parce que je vais attendre demain matin. Le petit bébé, il meurt. Donc un petit bébé, il prend énormément de place, il arrête des dîners entiers, à 5h d'après-midi, on n'a pas encore eu le temps de prendre sa douche. Enfin, c'est terriblement envahissant et très confiant dans l'autre de son espèce. Donc il est plutôt intégré. Et puis après, c'est l'éducation qui va recadrer tout ça. Mais il n'y a pas de place pour 7 milliards d'individus de dominants sur cette planète. Donc il y a une redistribution de l'instinct grégaire. Ils ont fait une expérience avec des rats. Ils ont été prendre 10 rats qui ne se connaissent pas, qu'ils ont mis dans une cage. Et puis ils ont vu, donc il y a une plateforme de l'eau glacée, une autre plateforme avec les boulettes de viande. Ils ont mis les 10 rats sur une plateforme. Alors la première réaction, c'est un peu, ils cherchent, c'est un peu agressif, mais très vite, une société s'organise. Le rat le plus costaud met pas ses pattes dans l'eau, les autres partent à la nage, ils ramènent les boulettes de viande au rat qui a attendu. Alors on peut imaginer que le parano, il mange ses boulettes auxquelles seraient empoisonnées, mais voilà, je ne connais pas les détails de l'expérience, mais les rats, en fonction de leur arrivée sur la plateforme, mangent les miettes. Et il n'y a aucun problème, il n'y a aucun rat qui dit «
c'est dégueulasse, il ferait bien de se bouger, moi j'ai envie aussi de me faire servir. Nous, on fait ça. Mais en fait, l'animal qui n'est que dans l'instinct, il n'a pas une intelligence qui lui permet de prendre du recul, d'observer un peu ce qui se passe, de voir que chez les autres, ça se passe autrement, parce que nous, on regarde quand même beaucoup ailleurs. Et alors, ils ont reproduit cette expérience dans 10 cages, chaque fois avec 10 rats. Chaque fois, la même chose se passe, une société de rats s'organise, et le dernier rat, il ramasse les miettes, il est content, c'est toujours le même, hein. C'est important. C'est toujours la même bête qui reste sur la plateforme, c'est toujours la même bête qui arrive la dernière. Et il n'y a pas de problème chez les rats. Déjà dans les cours de récré, ça se passe autrement. Et puis alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va prendre les 10 rats dominants qui sont restés sur la plateforme et on va les remettre ensemble dans une cage sur une plateforme. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils reforment une société. Alors au début, ils se chamaillent sans doute un peu, mais très vite, une société se réorganise. Il n'y en a que un qui reste sur la plateforme, les autres sont soumis aux plus costauds. Et c'est ce qui se passe chez les humains. Donc il y a une redistribution de la position grégaire qui est quand même dans nos cultures très centrale. Hein. Il y a plein de personnes qui ont plutôt une position grégaire centrale, c'est-à-dire neutre, ni dominant, ni soumis. Et à quoi on le voit, c'est que quand on est dominant, c'est très difficile de dire oui, d'accord. Quand on est soumis, c'est très difficile de dire non. Oh, mon Dieu, je dis non. Et quand on est assertif, donc central, neutre, on peut dire oui et on peut dire non. On peut s'écarter et on peut s'intégrer. Toutes les positions sont confortables. Ça, c'est quand on a une position neutre. Parce que ça bouge tout le temps. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on ressent, par exemple, dire à l'enfant je n'aime pas ce que tu es en ce moment, je n'aime pas ce que tu es devenu, c'est pas la personne que je connaissais, que j'aime. Enfin, est-ce qu'on peut parler dans la gestion à chaud, après, tu peux faire un débrief en disant, tu sais, quand tu te comportes comme ça, c'est pas très chouette, c'est pas très agréable. Mais à chaud, c'est de dire, fais ce que tu veux, je gère. Mais si tu te comportes comme ça, il y aura une conséquence. Et puis après, quand l'enfant dit, non, c'était pas chouette, on peut faire un débrief, mais alors tu parles à un autre niveau. Tu vois, tu parles au niveau plutôt émotionnel, des valeurs, et l'objectif, évidemment, des ressentis, c'est de l'amener là. Je vais le faire à froid. Et je vois vraiment, oui, de le faire à froid après. Mais je vois vraiment la différence entre des enfants, des ados, des adultes très éduqués et dominants. Donc très éduqués, ça veut dire avec beaucoup de valeurs. Eh bien, c'est quand même nettement plus facile pour eux. Parce qu'ils ont le chapeau, enfin en tout cas ils ont le couvercle des valeurs qui leur permettent de s'adapter. Alors que dans certains milieux, il n'y a pas toute cette éducation, il n'y a pas cette stimulation, la réflexion et cette position méta, et se dire mais qu'est-ce que tu penserais s'il y avait quelqu'un qui se comporterait comme ça. Donc ils n'ont pas en fait la capacité d'avoir un regard sur eux. Et là, c'est nettement plus rock'n'roll et nettement plus difficile. Et un dominant qui n'est pas éduqué, il est soit délinquant, soit dans la rue, hein, puisqu'il n'est pas programmé pour l'effort, il n'a aucune envie de bosser, ou bien alors il est Tanguy. Enfin, Tanguy, il est éduqué, il tue des planètes entières derrière les consoles de jeu, il est plus ou moins éduqué, mais il est gentil. Mais il a 35 ans, il touche le chômage et il culpabilise ses parents dès que ses parents envisagent de le foutre dehors. C'est quand même pas cool. Mais il n'est pas agressif, mais c'est une forme de passivité, enfin d'agressivité passive, où en fait on ne sait pas quoi en faire. Et on n'a aucun pouvoir sur lui. Ouais. C'est une question. Est-ce qu'il y a plus d'hommes dominants que de femmes dominantes? Alors, c'est une bonne question, parce que dans la nature, c'est que des mâles. Hein. Alors, il y a les mâles dominants qui règnent sur le troupeau, et puis il y a les femelles dominantes. Alors, le mâle dominant, pourquoi? Parce que c'est lui qui va choisir ses femelles pour assurer la survie de ses gènes de mâles dominants. Alors, chez nous, plus. Donc, je pense, alors peut-être que statistiquement, il y a quand même un peu plus d'hommes, mais moi, j'ai rencontré des petites fillettes toutes freluquettes, des femmes super peur,
Bon, des hommes aussi, ou des petits garçons, mais voilà, il y a autant de... Voilà, c'est plus pertinent, en fait. Donc c'est pas la dominance éventuellement d'hommes qui fait que les femmes ont moins accès à des postes, par exemple, plus élevés dans le monde du travail, etc. Enfin, Peut-être, c'est vrai que dans le monde, en tout cas dans le monde des hommes, c'est plus valorisé. Un homme, c'est le pack du dominant. Vous savez ce que c'est le pack du dominant? Je vais oser le dire, mais c'est pas très poli. Pouvoir, argent, cul. C'est ça qui motive un dominant. Et donc, ben oui, ils sont successful, oui, je sais. Bon, c'est pas grave. Mais oui, ils sont successful. Oui, ils n'ont pas de scrupules. La fin justifie les moyens. Et si en plus, ils ont des super valeurs, et si en plus, ils sont intelligents, ils vont très très loin. Hein. Je vous garantis que c'est plus facile d'aller loin quand on a un peu de dominance que quand on est toujours en train de s'excuser d'être là et de... Ben, c'est moins facile. Mais le plus inspirant pour moi, c'est neutre. Parce qu'au moins, il ne crée pas la peur. C'est efficace. C'est la femme aussi. Hein. Oui. Pour son canapé, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je le défends. Pouvoir argent cul chez les femmes, ça marche aussi. J'en connais. Ouais. Au début, on a parlé d'adolescents qui ne connaissent pas leurs limites. Ouais. Comment on peut aider un adolescent à mieux se gérer? Parce que, voilà, il y en a qui sont complètement accros aux écrans. Mais à un certain âge, avec des adolescents, on n'est pas toujours à la maison. Non. Et donc, il faut faire un espèce de pacte. Mais on n'est pas là pour vérifier non plus. Et ça peut être la même chose. Ouais. J'en ai un qui est addict, que ce soit à toutes les crasses, sucreries et les biscuits. Son frère va prendre un fruit et un biscuit. Lui, il va prendre 6 biscuits. Et alors, à table, il ne mangera pas. Il n'aura pas faim. Voilà. Et c'est lui qui est beaucoup plus difficile pour la nourriture. Et c'est tellement difficile. Et alors, quand on veut infliger, je pourrais dire, par exemple, j'enlève tous les biscuits. Comme ça, je suis sûre que tu mangeras un fruit ou rien. Mais du coup, son frère n'a plus de biscuits non plus. Je prive toutes les commandes de la PlayStation, les écrans, les ordinateurs. Son frère, tout le monde est privé. Et lui, il râle à cause du comportement de mon frère. Moi, je suis punie aussi. Donc, et parfois, je ne sais plus ce que je dois faire. Oui, alors là, c'est vrai qu'on a une grande valeur d'équité. Hein, en tout cas, d'égalité, de justice, de justesse. Et c'est vrai que les enfants, alors même pas les dominants, mais même nous, hein, je vois bien quand je travaille en entreprise, avoir un salaire à la fin du mois, c'est un dû. Et puis on râle parce que on veut plus, on n'est pas reconnu. Je dis, mais c'est quand même normal de travailler. Hein, vous avez un salaire, 13e mois, puis les vacances, que vous touchez. Ah oui, mais ça c'est normal. Nous, ce qu'on veut, c'est ça en plus. Et donc les enfants fonctionnent comme nous. Tout ce qu'ils ont, c'est très vite considéré comme un dû. Alors je trouve que c'est un principe assez intéressant, c'est de temps en temps retirer les dus, pour qu'ils prennent conscience que c'est chouette, même pour ceux qui ne sont pas problématiques. Tu vois, je vois avec ma fille qui est vraiment pas dominante, je vais la conduire au manège, parce que c'est plus chouette, comme ça ne doit pas prendre le tram, le bus, marcher un quart d'heure. Et quand je peux, et je m'arrange toujours, je me tords pour quand même le pouvoir souvent, eh bien, voilà, je trouve que... Et quand je peux pas, c'est qu'elle voit que je ne peux pas, que je suis pas là, que je suis à l'étranger, et elle sollicite d'autres. Mais alors, ce qui est très difficile pour moi, parce que c'est un exercice pour moi, c'est de pouvoir, je suis à la maison, elle doit aller au manège, elle me dit, maman, tu peux aller me conduire? Et là, je dis non. Non, quand tu marches 10 minutes, tu prends le tram, le bus, c'était le deal. Ton cheval, j'ai pas envie d'être esclave des trajets. Donc, avec plaisir, je le fais de temps en temps. Mais là, cette fois-ci, en fait, ce que je fais, c'est que je retire quelque chose qui est, pour elle, normal quand j'aille la conduire. Alors, pourquoi je vois que c'est problématique? C'est qu'elle pète un câble quand je dis non. Je dis, attends, c'est pas normal que j'aille te conduire au manège. C'est chouette, c'est sympa, c'est un petit bonus, mais c'est pas normal. Et ta réaction me renforce dans le fait que je vais pas aller te conduire. Tu m'aurais dit, ok, je comprends, et voilà, c'était pas le deal. Là, tu m'aurais peut-être donné envie de dire, allez, je peux y aller. Mais ta réaction me donne envie de vraiment, alors pendant un petit temps,
je ne vais pas aller. Et je déciderai quand je vais te conduire, c'est un privilège que je te donne. Et les manettes de PlayStation, les biscuits, tous les chouettes trucs qu'il y a à la maison, ce sont des dus pour eux. C'est pour ça que dès qu'on les retire, c'est la révolution. Mais oui, mais ça n'a pas de sens que ce soit un autre adolescent qui gère sa vie très correctement, subit ses conséquences finalement du plus jeune qui est incapable de gérer tout ça. Oui, mais tu pourrais recycler ça en disant, de toute façon, c'est aussi intéressant pour toi de ne pas avoir de biscuits et pas de PlayStation. Et donc, grâce à ton frère, de temps en temps, on va faire des sevrages. Grâce à ton sans biscuits et sans PlayStation. De toute façon, ça fait du bien. À mon époque, il n'y avait pas de PlayStation, il n'y avait pas de GSM. Voilà. Et c'est intéressant de temps en temps faire un petit jeûne. Alors là, ma fille, donc elle est à Saint-Hubert, donc c'est bientôt, et ils sont dans la période de jeûne. Et alors, ils doivent faire des jeûnes. Moi, j'ai choisi le jeûne de l'égoïsme et le jeûne de me plaindre. Parce qu'elle a toujours un peu de travers, toujours mal quelque part. Et alors, elle dit, mais je me suis engagée avec moi-même de faire un jeûne de la plainte. Et alors, déjà, maman, j'ai mal. J'ai dit, ton jeûne? Ah oui, c'est vrai. Et donc, faire un petit jeûne de biscuits, de PlayStation, c'est de toute façon intéressant. Donc, il peut même remercier son frère. Je lui dirai. C'est la loi du dominant quand même qui l'emporte, c'est pas très juste. Oui, mais à la fois aussi, si tu es là... Il impose sa règle, il a gagné. Ouais. Alors, je suis d'accord avec vous, mais ce qui est intéressant, c'est quand tu es là, alors là, c'est plus tout le monde au même régime. Oui. C'est tout le monde peut jouer, pas toi. Mais quand je ne suis pas là, eh bien, de toute façon, ça fait du bien à tout le monde, comme ça, au moins... Et si tu veux jouer quand je ne suis pas là, alors il faut que tu respectes les règles. Mais c'est toi qui donnes le ton. Voilà. Et donc, de donner des privilèges, de compenser de manière injuste, parce qu'il va dire, c'est dégueulasse, et pourquoi pas moi? Et alors là, évidemment, c'est pas de réponse, c'est de dire, je pense que tu sais pourquoi. Ils savent très bien. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous faites quand il y a un enfant qui prend en otage tout le groupe, toute la famille, il y a une activité qui est prévue, tout se passe bien, et puis 1 minute avant de rentrer dans le parc d'attraction, ça peut être n'importe quoi, clac, blocage radical. Alors c'est un peu pareil que ce que disait madame, on punit toute la famille, on fait demi-tour, ou alors on l'écarte, mais on est puni soi-même. Enfin, on a l'impression d'être toujours perdant, quelle que soit l'option qu'on va choisir. Ils sont forts, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est d'essayer qu'il n'y ait que eux qui subissent les conséquences. Donc il faut un peu se casser la tête et dire comment est-ce qu'il n'y a que lui qui peut ne pas jouer ou... Mais c'est pas toujours possible. Voilà, dans ce cas-là, ou dans le cas de la PlayStation, c'est pas toujours possible, sauf quand t'es là. Alors là, tu te lâches, hein. Mais c'est vrai que là, c'est pas toujours possible. Mais c'est de dire, bon, ben alors on gère la situation, mais il y aura une conséquence pour toi. Maintenant, pas dans trop longtemps. Mais voilà, j'ai pas de recette toute faite, hein, je vous explique juste la logique. Mais je vais vous demander comment gérer un adolescent qui est dans de l'autosabotage. Oui, alors là, c'est plus le cas de la soumission. Donc ça, c'est autodestruction, autosabotage, parce que je ne mérite pas des choses qui sont chouettes. Donc je ne mérite pas de bien réussir à l'école, je ne mérite pas ce qu'on me donne. Et donc je me punis d'avoir ce que je mérite. Alors c'est important de les ramener, donc comme le dominant, à une lucidité. Donc c'est qu'est-ce que tu as fait de si terrible pour devoir te punir? Oui, ou est-ce que c'est pas dans le but de plutôt d'attirer de l'attention, plutôt que dans... Ici, c'est pas tellement de la soumission. Ok, c'est plutôt un comportement de manipulation. Je pense, plutôt. Oui, alors les ados, ils ont parfois des zines, ils se coupent. Oui. Alors, le soumis, il se coupe pour se faire mal. D'ailleurs, les cicatrices sont vachement impressionnantes. Le dominant, il se griffe. Mais comme s'il allait se couper les veines. Hein. Alors, évidemment, ça marche super bien parce que tout le monde s'agite. On va consulter, mon Dieu, il est super mal, il s'automutile. Et je pense que c'est uniquement une stratégie d'intimidation, de victimisation pour attirer l'attention. Mais donc, c'est d'être très factuel, très neutre. Tiens, et cool, Colombo,
Ok, Luc, tu vois, pourquoi Quand ça se répète, ils ont un certain âge, adolescent, quand ça se répète pendant plusieurs années, ça devient malgré tout quand même inquiétant en tant que parent, parce qu'on se dit, bon, on va le laisser aller jusqu'où? Mais c'est de voir quel est son objectif. Essayer de comprendre son objectif. Il cherche quelque chose à travers ça, et c'est quoi? Oui, c'est ça qui est difficile, justement. Alors, si c'est attirer l'attention, parce que c'est possible que ce soit attirer l'attention, alors ça se traite autrement. C'est de voir comment est-ce que tu peux